1990, Clive Barker, déjà une référence de la littérature d'horreur, s'est fait un nom en tant que cinéaste avec Hellraiser et Cabal, et il a bien envie de continuer à graviter autour du cinéma. Ça tombe bien, il rencontre Bernard Rose, un cinéaste qui sort de l'Assez bon Paper House, film d'horreur où une gamine en proie à des cauchemars effrayants découvre qu'elle navigue dans une réalité imaginaire. Bon alors vous vous en doutez, les deux hommes s'entendent bien et waouh putain, qu'est-ce que c'est que ce décor de merde? Oui, petite parenthèse, je suis désolé, le studio que je loue habituellement pour les C'est comme en mieux et l'héritage 2 était pas dispo, donc exceptionnellement et pour une fois, bienvenue chez moi quoi. On disait que les deux hommes s'entendent bien du coup, et c'est pas étonnant tant les univers se ressemblent. Du coup, Clive Barker accepte de céder les droits d'une nouvelle qu'il a écrite à Bernard Rose. Une nouvelle qui s'appelle The Forbidden, l'histoire d'une légende urbaine, d'un fantôme obsédé par la vengeance, d'un boogeyman redoutable, le Candyman. Do I know you? No. But you doubted me. I'm sorry, I have to go. No need to leave yet. Alors que la nouvelle à la base elle parle des inégalités sociales anglaises, Bernard Rose il décide plutôt de la déplacer à Chicago et d'aborder, par une histoire d'amour, plein de thématiques comme le racisme et la lutte des classes. Ce scénario et l'idée d'une nouvelle adaptation de Clive Barker, ça va faire beaucoup de bruit à Hollywood, évidemment. Du coup on se dit que ce serait bien de surfer sur la vague et d'avoir une belle tête d'affiche. On propose à Eddie Murphy le rôle du Candyman, il est un peu cher, on va plutôt prendre Tony Todd et commencer le tournage avec un bon budget pour un film d'horreur aux thématiques si lourdes, un budget d'environ 10 millions. Ça n'a pas été forcément un tournage très facile, notamment parce qu'il a été très exigeant en maquillage et en effets spéciaux pratiques. Par exemple, vous voyez cette scène avec les abeilles. C'est le genre de scène qui a nécessité 200 000 vraies abeilles, et l'acteur principal s'est pris une vingtaine de piqûres, ce qui fait vraiment jamais plaisir. Et pendant que toute l'équipe du film se fait bolosser par ces connasses de guêpes, c'est l'ami Philip Glass, qui dans son studio s'occupe de composer une musique qui va très très vite devenir culte, la comptine du Candyman. We shall die together in front of their very eyes and give them something to be haunted by. Come with me and be immortal. En 1992, le film est projeté en avant-première au Festival de Toronto et il sortira ensuite dans les salles. Bon, alors ce sera un certain succès public, le film va être largement rentable et surtout, c'est les critiques qui vont vraiment l'adouber. On parle quand même de l'une des meilleures adaptations de Barker pour l'ensemble de la critique. On considère le film comme étant un film profondément poétique, profondément fascinant, et tout ça, ça va contribuer à faire de Candyman une des références du cinéma d'horreur. Une créature au background bien plus développé que la moyenne et qui permet de traiter de thématiques bien plus lourdes que la majorité de ce genre de films. What's blood for, if not for shedding? With my hook for a hand, I'll split you from your groin to your gullet. Peut-être qu'on peut reprocher à Candyman d'être, un peu trop démonstratif dans sa dernière partie, sacrifiant un petit peu le mystère envoûtant qu'il avait réussi à créer, au profit de séquences un peu trop explicatives. Mais en l'état, on reste sur un film intriguant, mystérieux, un film au propos social pas forcément très subtil mais toujours bienvenu, ce propos social est utilisé pour créer une mythologie. Et puis le personnage du Candyman, sa voix suave à la fois menaçante et séduisante, son mode opératoire, la tragédie qu'est sa vie, tout ça, ça a indéniablement aidé le film à rentrer dans la culture populaire. Je vais m'interdire de parler des suites, mais de l'atroce remake de l'année dernière, qui est probablement franchement une des pires choses que j'ai pu voir au cinéma ces dernières années. Je vais vous parler plutôt de petites pépites, beaucoup plus méconnues, qui doivent beaucoup au film de Bernard Rose, c'est l'héritage de Candyman. Pour commencer, je vous propose de partir sur un film d'horreur français. Un film d'horreur très récent qui est sorti en 2020, que les réalisateurs ont décrit comme un mélange entre Bande de filles de Céline Sciamma, qui est un super film d'ailleurs, et Candyman. Ce film s'appelle Candy Chat.
Bon alors, dans Kandisha, on va suivre 3 amis d'enfance qui, pour s'amuser, pour combler leur ennui, vont invoquer l'esprit de Kandisha, une sorte de créature issue du folklore marocain. Bon, sur le papier, c'est pas une idée de ouf, et dans le film non plus, parce que le problème, c'est que peu à peu, tout le monde va disparaître autour d'elle. Des gens qui vont être victimes de la malédiction, y compris leurs proches. On est sur un film qui se veut un peu dans la mouvance du film conscient, à la croisée des genres entre le film d'horreur et le film de genre social, et vraiment le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il doit énormément à Candyman. En fait, il en reprend tout le contexte urbain, tout le discours sur la mixité culturelle et sur l'importance du folklore, sur l'importance de la tradition, tout en plaçant ses héroïnes dans une banlieue un peu lugubre, en France cette fois. Et bon, je vais pas faire de faux suspense, vraiment globalement avec ce film, on est très très loin de l'impact et de la puissance de Candyman. Parce qu'en fait, dès que le film tente d'apporter un vrai message social, c'est quand même vraiment très très peu subtil et en fait c'est presque même un peu lourd. Au début ça fait un peu flipper, mais bon après, rapidement, les réalisateurs semblent eux-mêmes avoir conscience de ça et ils décident assez rapidement de mettre l'aspect social de côté pour juste nous faire un gros film d'horreur qui tâche. Peu à peu, le film va nous immerger dans une violence de plus en plus graphique, et les enjeux vont être de plus en plus grands, avec des mises à mort de plus en plus gore, de plus en plus impitoyables, au fur et à mesure que les proches des jeunes filles disparaissent. Et quand le film décide enfin de devenir un vrai film d'horreur, bon, ça passe par une mise en scène qui est pas toujours hyper inspirée, surtout lors des premières attaques de Kandisha, mais au fur et à mesure, on trouve enfin cette viscéralité qui manquait, et le film va enfin aller à l'essentiel, en comprenant que le meilleur moyen de parler social, c'est pas de faire des grands discours, mais juste de planter un décor, de faire vivre ses personnages, sans faire des tonnes. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit complètement qu'on était dans l'héritage de Candyman. C'est exactement un Candyman en moins bien. Il a des intentions, ça reste un film de genre français qui a quelques qualités, qui a une note d'intention qui pour moi fonctionne, mais qui n'arrive pas vraiment à exister sans son héritage. Vraiment, du synopsis jusqu'à certaines séquences, ça doit vraiment tout à Candyman, quoi. C'est trop référencé et c'est peut-être un peu cheap pour tenir toutes ses promesses, mais je voulais en parler parce que les similitudes sont vraiment frappantes. Ok, bon, deuxième film, on va un petit peu hausser le niveau, et je vais vous parler d'une production Spike Lee, une production qui est sortie en 1995, un film à sketch qui doit autant à Candyman qu'à Tales from the Crypt, comme son nom d'ailleurs le laisse deviner, puisque ce film il s'appelle Tales from the Hood. On est donc sur une compilation de 4 sketchs horrifiques qui mettent en scène des jeunes de ghetto, des sketchs assez homogènes puisque tous ont un ton assez décomplexé, voire parfois franchement jouissif dans leur traitement de l'horreur. Volontairement, je vais pas rentrer dans les détails narratifs parce que j'ai pas envie de vous spoiler et de toute façon si je racontais un peu les spécificités de 4 sketchs, ce serait pas très intéressant. Sachez juste qu'on est sur des sketchs à portée politique où l'horreur sert à montrer le quotidien des minorités et en termes cinématographiques, ça fonctionne assez bien. Bring them to me. Déjà, on évacue le plus gros problème des films à sketch, c'est-à-dire qu'ici tout est homogène. Il n'y a pas à proprement parler de baisse de rythme ou de sketch un peu en dessous. Non, le film il parvient à garder le même niveau de qualité, que ce soit dans sa mise en scène, dans sa direction d'acteur, dans ses effets spéciaux, dans son écriture et dans ses idées. C'est rare, parce que dans un film à sketch, vraiment, c'est pas rare de se dire « je
préfère celui-ci, les autres je m'emmerde. Ici, tout est un ensemble cohérent, et ça c'est déjà une belle qualité je trouve. Et là où je m'attendais à un film violent, ultra gore, très sérieux dans son traitement, Tales from the Hood, il m'a bien surpris. Parce qu'en fait, chaque sketch ruisselle d'idées qui lui donne une espèce de liberté de ton, mais quasi adolescente, quoi. Une liberté qu'on retrouve même dans l'ambiance du film, parce que c'est bien plus énergique et pop que je pensais. Bon, même si, en vrai, le dernier sketch verse complètement dans le glauque et dans l'horreur psychologique. Mais Tales from the Hood, il a un problème qui, je pense, aurait été plutôt facilement évitable. C'est que dans son écriture, dans sa caractérisation, dans son déroulement des péripéties, etc., c'est très manichéen. C'est-à-dire que tout est très simplifié à l'extrême, qu'il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, qu'il y a vraiment des méchants très définis, des gentils très définis. Et pour un film qui se prétend un petit peu être une sorte de pamphlet politique et de film un peu polémique, c'est un peu dommage d'être aussi simpliste en fait. Et je trouve ça dommage de céder à ce parti pris un peu neuneux parce que le film ruisselle de qualité en fait, que son énergie créative fait plaisir à voir et que sa dernière demi-heure c'est un modèle d'horreur psychologique. Alors j'ai apprécié mon visionnage et ce que je mentionne là, ce problème un petit peu dans l'écriture politique, on peut s'en foutre. Franchement, même moi ça m'a pas gâché le film alors que vraiment c'est le défaut que je pointerais. On peut décider de s'en foutre complètement et de profiter d'un objet de cinéma, je comprendrais complètement et d'ailleurs je pense que c'est ce que j'ai fait. Et à partir de là, je vous encourage à le découvrir. C'est pas forcément pour en tirer un quelconque message social, mais plutôt juste pour découvrir des idées de mise en scène, une vraie proposition de cinéma. Et ça, Tales from the Hood, il l'est incontestablement. Ok, bon, on a parlé social, on a parlé politique. Si on retournait au bon gros slasher qui tâche. Je vous propose un film qui est sorti un peu avant Candyman. Bon, je triche un peu, mais en même temps, j'ai envie d'en parler parce que c'est un réalisateur que j'adore ce cinéaste, je suis un énorme fan. C'est un film de Wes Craven. C'est un film qui s'appelle People Under the Stairs. Bon, alors dans ce film, on va suivre un gars qui vit dans le ghetto de Los Angeles, bon, donc dans la misère totale, et dont la famille est en plein galère. Pour essayer de survivre, il va se laisser convaincre de cambrioler une maison avec 2 amis. C'est rarement une bonne idée, et le souci c'est qu'une fois à l'intérieur, il entend des cris démoniaques, des soupirs et des gémissements lugubres, et que peu à peu, la maison devient une sorte de piège absolument terrifiant. People Under the Stairs, c'est probablement le meilleur film de cette sélection. En tant que fan de Wes Craven, croyez-moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Spencer, you back in there? Tout d'abord parce que c'est peut-être un des films de Wes Craven au sous-texte le plus évident sur la lutte des classes, sur les élites qui creusent les inégalités, etc. Mais contrairement au film cité précédemment, Wes Craven, en fait, il s'amuse surtout à faire de l'horreur pure, de l'horreur brute, en fait. C'est ça qui le fait bander, Wes Craven. Et là-dessus, il se base sur un scénario génial. Peu à peu, la maison va devenir un véritable personnage du film, une maison glauque, piégée, typique de ces vieux manoirs hollywoodiens des années 30, en fait. Et Wes Craven va nous livrer un film hyper divertissant, et alors là c'est assez rare pour Wes Craven, donc on va le souligner, c'est un film qui est très subtil. Il est subtil dans sa dénonciation sociale et politique, qui, sans spoiler, fait que ce film aurait complètement eu sa place dans un c'est comme Get Out en mieux. Mais c'est aussi et surtout subtil dans sa mise en scène, parce qu'il va créer une vraie tension, un vrai suspense, et j'ai presque envie de le dire, une vraie mythologie en fait, autour de cette maison et des créatures qui l'habitent. Et on sait que c'est pas un tâcheron à la réal, Wes Craven c'est loin d'être un tâcheron, et ça se confirme avec ses directions d'acteurs, d'où surnage full, le gamin. Ça se confirme aussi par ce découpage et ce montage qui est parfois franchement viscéral. En fait, on est vraiment face à un film, mais pas prétentieux du tout, simple et extrêmement jouissif en fait, comme Wes Craven aime les faire.
Du coup, ouais, évidemment, je vous conseille de vous jeter sur People Under the Stairs. C'est à la fois le film le plus facile à voir dans cette sélection, c'est le plus réussi à mon sens, mais c'est aussi le plus divertissant tout en parvenant à nous balancer un propos hyper acide, un propos hyper polémique sur la société, mais qui fonctionne en fait, parce que c'est l'un des seuls films dans cette sélection qui n'en fait pas des caisses là-dessus. C'est simple, ça va à l'essentiel, comme un bon vieux slasher des années 80, et c'est tout ce qu'on lui demandait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine dans mon studio cette fois. Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez le film dont on va parler dans la prochaine vidéo, et parler de Wes Craven m'a un peu donné envie en vrai. Du coup, je pense que je vais vous proposer l'héritage de Scream, ou alors c'est comme Blair Witch en mieux. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de partager cette vidéo si vous l'avez aimée, ça fait tellement plaisir, ça donne tellement de force. Et surtout n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs, on se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.